Je suis le docteur Ojenga Tulando, médecin congolais évoluant au Japon. Ça fait déjà 20 ans que j'évolue au Japon. Je suis professeur associé donc de santé publique. Et ma sous-spécialité dans le domaine de la santé publique, c'est la santé environnementale, santé mondiale et médecine du travail. J'évolue présentement au département de santé publique à l'Université nationale de Kagawa, région de Shikoku, ici au Japon. Je m'avais donc répondre à vos questions. La première, vous voudriez savoir qui est le docteur Ojenga. Comme j'ai dit dans l'introduction, je suis donc médecin congolais. J'ai terminé mes études de médecine à l'université de Kinshasa. Et avant cela, j'ai fait mes études secondaires, c'est-à-dire les humanités, au collège Saint-Clément, connu sous le nom de l'Institut Tsonankulu, en Banzangungu. C'est grâce aux résultats réalisés à l'examen d'État au collège Tsonankulu que j'ai pu obtenir une bourse d'études pour entrer à l'université de Kinshasa. Et après avoir décroché mon diplôme de médecin, j'ai travaillé comme consultant à Kinshasa dans une clinique privée. Et ensuite, j'ai travaillé comme médecin coordinateur de projets, coordinateur médical des projets du ACR, projet humanitaire ACR, au Congo-Brazza, mais également en RDC. Ensuite, j'ai continué les études avec une formation en épidémiologie et santé publique à l'université Victor Ségalen, Bordeaux 2, à l'ISPED donc. Et après cette formation, j'ai été admis à l'université de Kochi au Japon pour mes études doctorales, donc PhD. Après avoir réalisé les 4 années d'études doctorales, de PhD, que j'ai terminé avec une grande distinction en 2012, j'ai été retenu dans la même université, à la faculté de médecine ou l'école de médecine, comme chercheur. Et je terminais donc avec 2 prix de recherche, prix de meilleure recherche pour la faculté de médecine et un autre prix de recherche pour l'université de Kochi. J'y ai travaillé pendant 2 années et dans la 3e année, j'ai quitté l'université de Kochi, l'université nationale de Kochi, pour aller à l'université de la ville de Kochi. Ce sont 2 universités différentes. J'y ai travaillé d'abord comme professeur assistant et 2 ans plus tard, j'ai été promu au grade de professeur associé. C'était en 2016. Et en 2018, j'ai eu un autre contrat de travail avec l'Université internationale de santé et du bien-être, qui a des campus dans plusieurs villes du Japon. Mais la médecine, c'est dans la cité de Narita, préfecture de Chiba, et l'école supérieure de santé publique à Tokyo. Donc je combinais de travailler et à Tokyo, et pour le campus de Tokyo, et pour le campus de Narita à Chiba.
Et depuis avril 2020, j'ai été, n'est-ce pas, accepté à l'Université nationale de Kagawa, département de santé publique, à l'école de médecine. Et je suis donc à ma 3e année dans cette université, comme professeur associé de santé publique. La deuxième question est en rapport avec les origines scientifiques des biomodulateurs de filagrine et de TNF-alpha. C'est un terme que moi-même j'ai donc, je ne dirais pas inventé, mais que j'ai choisi pour nommer les nouveaux traitements des maladies chroniques inflammatoires de la peau sur lesquelles je fais des recherches. C'est d'abord en anglais, bio c'est bio en anglais, et puis MFTA c'est modulateur de filagrine et de TNF-alpha. Pardon, c'est un des principaux, n'est-ce pas, c'est la protéine principale, je dirais principale, qui conditionne la fonction de la barrière de la peau, la barrière qui protège la peau. Donc, nos biomodulateurs ont comme propriété d'augmenter ou d'activer la production de filagrine au niveau de la peau, la couche externe, donc la couche cornée de la peau. Et lorsqu'ils pénètrent dans la peau, ils ont aussi, n'est-ce pas, la propriété de pouvoir inhiber la production de certains marqueurs de l'inflammation, notamment des cytokines. Il y a 2 types de cytokines, généralement impliquées dans la pathogenèse de maladies inflammatoires de la peau. Vous avez les TH1 et les TH2 cytokines. Et parmi ces cytokines, vous avez donc le TNF-alpha. Donc, l'origine scientifique, je dirais qu'après avoir réalisé plusieurs études, notamment des études expérimentales sur les modèles animaux de différentes maladies inflammatoires de la peau, particulièrement les allergies de la peau, nous avons observé, ou j'ai observé donc certains effets causés par les produits, les biomatériaux que j'ai utilisés. Ce sont des biomatériaux de certaines plantes comestibles du Japon, mais également de l'Afrique, particulièrement du Congo RDC. Donc j'ai pu observer un certain nombre de modifications dans l'expression de gènes, par exemple, de certaines protéines, les cytokines, adipokines et autres. Donc je pouvais peut-être imaginer que tel biomatériau pourrait arriver, n'est-ce pas, à donner tel résultat si on l'utilisait dans le cadre de traitement ou de la prévention de telle maladie. Donc, dans cette liste des biomatériaux que j'ai utilisés, que j'ai même expliqué dans la vidéo que vous allez suivre, j'ai pu donc sélectionner un certain nombre d'extraits, de biomatériaux extraits de certaines plantes, mais également des molécules bioactives contenues dans ces extraits-là. Et c'est cela que j'appelle donc des biomodulateurs de filagrine et de TNF-alpha.
Concernant la troisième question, vous demandiez si j'étais spécialiste en prévention et traitement des maladies chroniques de la peau. Non, je ne le suis pas. Je suis spécialiste, d'abord je suis médecin, et à part la médecine générale, donc je me suis spécialisé dans le domaine de la santé publique. Et en santé publique, nous avons des sous-spécialités. Il y a beaucoup de domaines de la médecine qui se retrouvent en santé publique. Et moi, j'ai opté plus pour la santé environnementale, la santé mondiale et la médecine du travail. Mais j'ai plusieurs thèmes de recherche. Et parmi les thèmes de recherche figurent les maladies chroniques inflammatoires de la peau. Ce sont des maladies d'origine soit environnementale, soit professionnelle, c'est-à-dire des maladies de la peau, des maladies chroniques inflammatoires de la peau, qui sont donc causées par des facteurs environnementaux, mais aussi par des facteurs présents dans les milieux de travail. Il y a certaines professions, certains travaux, métiers qu'on réalise qui peuvent, n'est-ce pas, vous exposer à ces genres de facteurs qui pourront causer, n'est-ce pas, de la maladie. Voilà. La question suivante était en rapport avec les causes de ces maladies chroniques inflammatoires de la peau. D'emblée, comme réponse, je dirais qu'il y a beaucoup de maladies. Il y a plusieurs maladies inflammatoires de la peau, de différentes sortes. Et il y a aussi différentes causes. Mais dans les rapports de recherche dont il est question ici, c'est un certain nombre de maladies sur lesquelles j'ai déjà fait de recherche. C'est-à-dire des maladies chroniques de la peau qui répondent, n'est-ce pas, aux traitements que nous proposons, donc les traitements alternatifs de ces maladies. Entre autres, les dermatites. Les dermatites sont des maladies caractérisées par l'inflammation de la peau. Et ces dermatites peuvent être causées par des facteurs que nous appelons les allergènes. C'est-à-dire des facteurs qui induisent l'allergie, qui causent l'allergie chez les humains. Alors, nous les appelons des dermatites allergiques. Mais nous avons aussi d'autres dermatites qui sont causées par d'autres facteurs. Les facteurs infectieux, les microbes peuvent aussi causer des allergies. Des dermatites plutôt. Donc des allergènes causant des dermatites allergiques, et les facteurs causant l'irritation de la peau, nous parlons de dermatite irritative. Et vous avez aussi des dermatites causées par des agents infectieux tels que les bactéries, sont des dermatites d'origine infectieuse. Voilà, seulement pour les dermatites, donc vous avez ces différentes causes-là. Mais j'ai aussi, dans mon rapport, dans les supports vidéo, donc, parlé des ulcères. Les ulcères, ou l'ulcère en général, c'est une plaie profonde. Quand on parle de plaie profonde, il s'agit d'une plaie qui intéresse les 3 couches de la peau. Vous avez la couche externe, l'épiderme, vous avez la couche moyenne, le derme, et la couche profonde, vous avez donc l'hypoderme. Donc lorsque on a un ulcère, généralement, c'est toutes les 3 couches qui sont affectées. D'où même la difficulté, n'est-ce pas,
de traiter et guérir ce genre de plaies. Ça prend du temps. Pourquoi? Parce que la peau se renouvelle partant de la couche qu'on appelle le derme. Donc, vous avez des cellules basales, et à partir des cellules basales, il y a différenciation des cellules jusqu'à ce qu'on ait des cellules cornées, donc au niveau de la couche externe, la couche cornée. Donc, lorsque vous avez une plaie qui endommage et la couche externe, donc l'épiderme et le derme et l'hypoderme, c'est-à-dire la cicatrisation ne sera pas facile, donc ça prendra du temps. Et les ulcères ont plusieurs causes. Généralement, on évoque l'ulcère d'origine infectieuse, donc causée par l'infection, une bactérie. Par exemple, l'ulcère de Buruli, généralement appelé chez nous au Congo, en Afrique, non, au Congo, le mbasso. C'est un ulcère causé par une bactérie, et la bactérie qui cause l'ulcère de Buruli ou le mbasso, c'est le Mycobacterium ulcerans. Donc c'est une infection qui évolue, n'est-ce pas, une infection de la peau qui évolue jusqu'à l'ulcère. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ulcère de décubitus. C'est-à-dire quand quelqu'un reste longtemps alité, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que son corps est affaibli, parce qu'il est malade, parce qu'il a été hospitalisé pendant longtemps, ou à cause de la vieillesse ne sait plus se déplacer. Alors, des personnes qui s'alitent pendant très longtemps auront, n'est-ce pas, peuvent développer un trouble de circulation de sang au niveau de la partie du corps qui est, n'est-ce pas, au contact du lit, au contact du pavement, au contact de quelque chose de dur. Alors, quand il y a ce genre de troubles, la personne peut développer cet ulcère-là, l'ulcère de décubitus. Il y a aussi l'ulcère qu'on rencontre chez des personnes diabétiques. En cas de diabète, il y a certaines complications qui peuvent survenir. Et parmi ces complications, vous avez donc ce qu'on appelle les polynévrites. Par exemple, au niveau des jambes, au niveau des pieds, au niveau des jambes, vous pouvez avoir ces troubles neurologiques, donc les polynévrites. Et aussi des troubles vasculaires. Ce sont des facteurs qui peuvent aussi entraîner le développement de l'ulcère. La nature des traitements que moi je propose. Bon, je suis chercheur, donc je réalise des recherches. Pour ce qui est du domaine de la recherche sur la prévention, le traitement des maladies chroniques inflammatoires de la peau, j'ai pu trouver quelques remèdes, donc des biomatériaux qui peuvent, n'est-ce pas, arriver à soigner certaines maladies inflammatoires de la peau. Je ne dis pas toutes les maladies inflammatoires de la peau parce qu'il y en a beaucoup, mais je suis en train d'avancer et il y a certaines maladies sur lesquelles nous avons déjà réalisé des études et qui ont donné des bons résultats. Et c'est la liste des maladies que j'ai citées bien avant. Il s'agit donc de produits naturels. Quand je parle de produits naturels, ce sont des biomatériaux provenant des plantes. Et jusque-là, les plantes que j'utilise sont des plantes comestibles. C'est-à-dire, à partir de ces biomatériaux, donc j'utilise soit les extraits des feuilles de ces plantes, soit les produits actifs, c'est-à-dire des molécules actives contenues dans ces extraits-là. Et j'utilise aussi la combinaison de deux, comment dirais-je,
de deux biomodulateurs, soit l'extrait et une molécule active venue ou provenant, n'est-ce pas, d'une autre source, d'une autre plante, soit deux molécules provenant de deux sources différentes. On les appelle des phytomédicaments, donc ce sont des médicaments, mais d'origine végétale, donc tirés des plantes. Voilà. La question suivante m'a paru très intéressante. La particularité de votre traitement par rapport aux autres traitements utilisés pour soigner les maladies chroniques de la peau d'origine inflammatoire. La particularité, d'abord, il y a une chose qu'il faudra savoir, c'est que le choix thérapeutique, donc le choix de traitement pour la plupart de ces maladies chroniques d'origine inflammatoire ou ulcérative de la peau est très limité. Donc les médecins ou les spécialistes qui soignent les maladies de la peau, donc les dermatologues, souvent sont butés au problème de choix limité. C'est-à-dire, il y a très peu de médicaments qui sont efficaces contre ces maladies. Si nous prenons l'exemple du Congo RDC, parce que j'ai eu à faire des campagnes de cliniques mobiles dans les milieux ruraux, et vous verrez que dans les centres médicaux, dans le centre de santé, dans les hôpitaux, généralement, on utilise seulement des produits stéroïdiens. Donc la plupart des médicaments qui sont utilisés dans nos formations médicales au Congo sont des médicaments à base de stéroïdes. Je ne citerai pas les noms ici. Mais lorsque, par exemple, le malade développe un effet secondaire, parce que ce sont des médicaments qui ont aussi des effets secondaires. Lorsque le malade développe un effet secondaire, il faut changer de traitement. Mais quel traitement il faudra utiliser en remplacement des produits stéroïdiens? C'est là où se pose le problème. Donc on a besoin des chercheurs dans le domaine, n'est-ce pas, font des efforts pour trouver des traitements alternatifs. C'est-à-dire, si ce médicament ici ne donne pas de bons résultats, il faut avoir un autre médicament qui pourra donner un résultat similaire ou meilleur. Alors, les études que nous avons déjà réalisées jusque-là pour les maladies que nous avons citées, les dermatites allergiques, les dermatites irritatives et les ulcères sur lesquels nous avons déjà travaillé, et aussi les brûlures, nos produits, nos biomodulateurs de filagrine et de TNF-alpha donnent de bons résultats. Et il y a certains essais cliniques qui ont montré que pour certains aspects cliniques, nos produits avaient un effet meilleur que les produits stéroïdiens que nous avons utilisés en comparaison avec nos produits. Voilà. L'avantage numéro 1, c'est que nos produits que nous proposons en tant que chercheurs, pas en tant que vendeurs de médicaments, parce que je sais que les questions que les téléspectateurs vont se poser, c'est de savoir où on peut trouver ces médicaments. Donc, nous ne fabriquons pas des médicaments, nous produisons des échantillons pour raisons d'études, pour des raisons de recherche, pour les malades que nous suivons dans le cadre de la recherche. Mais s'il faut disponibiliser ces produits pour, n'est-ce pas, la nation, pour les populations, les malades en Afrique, ailleurs, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une collaboration, un partenariat avec des firmes pharmaceutiques, soit au Congo,
un autre pays africain ou ailleurs, et nous souhaiterons que ça puisse se faire pour le produit congolais, que ça puisse se faire au Congo, mais il faut qu'il y ait des partenaires, il faut qu'il y ait des finances, des moyens financiers. Ce n'est pas aux chercheurs de pouvoir, n'est-ce pas, apporter les moyens financiers parce qu'il n'en a pas. Donc, ça demande une collaboration, un partenaire financier, ça peut être un businessman congolais, ça peut être le gouvernement congolais pour promouvoir la recherche, la science, et une firme pharmaceutique, je voulais dire. Et je suis déjà en contact avec 2 firmes pharmaceutiques congolaises, bien connues, à Kinshasa. On est en pourparlers, s'ils acceptaient, n'est-ce pas, de collaborer avec moi. Donc il y a possibilité de pouvoir produire ces phytomédicaments au Congo et les commercialiser à partir du Congo. Pas seulement pour le Congo, pour l'Afrique, pourquoi pas aussi pour d'autres pays du monde. Donc le premier avantage pour les produits que nous nous proposons, que nous avons inventés, je dirais, c'est qu'ils activent la production de filagrine. Vous savez, la peau sert de revêtement protecteur pour notre organisme. Il y a beaucoup de substances au niveau de l'environnement qui peuvent pénétrer dans la peau et endommager notre corps, donc créer des problèmes de santé. Mais la peau nous protège. Et comment la peau nous protège? D'abord à partir de la barrière cutanée, une barrière protectrice qui est formée de quelques protéines, dont la principale est la filagrine. La plupart des traitements qu'on utilise, n'est-ce pas, pour les maladies de la peau, pas tous les traitements, la plupart endommagent la barrière de la peau. C'est-à-dire fragilisent la peau. On soigne la maladie, on soigne l'inflammation, tout en fragilisant la peau. Alors que les produits que nous nous proposons, les modulateurs, les biomodulateurs de filagrine, eux, ils améliorent la production de la peau. Et en améliorant la production, ils améliorent la production de la filagrine, donc la protéine qui conditionne la barrière protectrice de la peau. En améliorant la production de la filagrine, donc on renforce la protection de la peau, on renforce la barrière cutanée. En renforçant la barrière cutanée, on facilite la guérison en quelque sorte. On active. La guérison sera donc rapide. Et le revêtement cutané va se faire beaucoup plus rapidement. Et aussi la régénération des tissus mous. Au niveau des tissus mous, vous avez donc vous avez l'épiderme, vous avez le derme, vous avez les tissus musculaires qui se régénèrent beaucoup plus rapidement. Et cela facilite, n'est-ce pas, la cicatrisation. La cicatrisation de la plaie ou bien de la lésion sur la peau. Le deuxième avantage, à part l'activation de la production de filagrine, vous avez l'inhibition de certains marqueurs de l'inflammation, c'est-à-dire les marqueurs qui activent ou aggravent l'inflammation. Et vous avez des cytokines, mais non, on a été un peu curieux de voir que ces biomatériaux, ces biomodulateurs de filagrine inhibent la production de TNF-alpha, qui est un puissant marqueur de l'inflammation. Des personnes qui sont spécialisées dans le domaine le savent, pour les maladies inflammatoires. Donc, le produit cible la barrière cutanée en améliorant cette barrière cutanée à travers l'activation de la production de la filagrine, mais aussi le produit cible un puissant marqueur de l'inflammation, TNF-alpha.
C'est un terme anglais qu'on utilise même en français. Donc c'est T ou T, c'est pour tumor. N, c'est pour necrosis. Et puis F, c'est factor. Tumor necrosis factor. C'est un puissant marqueur de l'inflammation. Donc en inhibant TNF-alpha, on réduit sensiblement les processus inflammatoires, donc l'inflammation. Donc l'inflammation va baisser, la douleur va baisser, même le prurite, donc les démangeaisons vont baisser, et ça active, n'est-ce pas, la régénération des tissus mous et la réépithélisation de la peau. Donc la peau normale peut revenir beaucoup plus rapidement. Voilà les avantages. Et puis ce sont des produits naturels, ça veut dire que les effets secondaires sévères sont presque nuls, donc n'existent presque pas. C'est un produit naturel. C'est vrai que certaines personnes peuvent développer une allergie parce que même l'eau peut causer l'allergie. Donc tout produit peut causer l'allergie chez les personnes qui sont sensibles ou hypersensibles. Mais jusque-là, dans les études réalisées chez les humains, nous n'avons pas enregistré un effet secondaire qui pourrait, n'est-ce pas, inquiéter qui que ce soit. L'autre question, c'est que conseillez-vous aux personnes qui ont l'habitude d'utiliser des produits cosmétiques qui brûlent la peau? C'est vrai, en Afrique, c'est une pratique courante d'utiliser ce genre de produits. Le conseil, c'est que, en anglais, on dit « prevention is better than cure ». Ça, mieux vaut prévenir que guérir. C'est-à-dire, ce sont des produits qui souvent entraînent des effets secondaires. Et ces effets secondaires, souvent, ne sont pas réversibles. Donc, mieux vaut ne pas les utiliser. Mais lorsque quelqu'un décide d'utiliser ces produits cosmétiques éclaircissants et qu'il remarque que sa peau commence à changer de façon anormale, il faut arrêter. Il faut arrêter et voir un spécialiste, un dermatologue, pour des conseils ou pour des soins appropriés. Parce que si le processus anormal continue, donc ces produits cosmétiques peuvent endommager non pas seulement la couche externe, donc l'épiderme, mais aller jusqu'à endommager les couches profondes, le derme, voire aussi l'hypoderme. Et si le derme est endommagé, c'est dire que la peau normale aura difficile, n'est-ce pas, à réapparaître. Donc même si vous recevez un traitement, vous aurez la difficulté de revoir votre peau normale revenir, même si vous avez interrompu, après que vous avez déjà développé ce genre d'effets secondaires. Et aussi, il faut savoir que la plupart des substances ou des produits que nous appliquons sur la peau sont absorbés par la peau. Ça entre dans l'organisme. Et ce sont des produits chimiques que vous ignorez en appliquant sur la peau. Et ça peut avoir des conséquences néfastes. Voilà. C'est le conseil que je peux prodiguer à ceux qui utilisent ce genre de produits cosmétiques éclaircissants. Quelle est la conduite à tenir en cas de brûlure chez l'enfant? On a parlé des maladies inflammatoires de la peau, et maintenant on parle des brûlures. Il y a plusieurs maladies, et il y a plusieurs, pour les brûlures, il y a plusieurs causes de brûlures. Ce n'est pas seulement le feu qui brûle, il y a aussi des produits toxiques qui brûlent, etc. Et vous avez des insectes, par exemple en Afrique, particulièrement en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, vous avez par exemple des insectes qui périodiquement, presque chaque année, causent des brûlures de la peau. Vous avez les condas et autres qui dégagent, n'est-ce pas, qui produisent, n'est-ce pas, une toxine qui brûle la peau. Donc, il y a plusieurs causes de brûlure. Mais si par exemple un enfant était exposé au feu, par exemple, ou à l'eau chaude,
qui brûle sa peau. La première réaction, c'est de pouvoir refroidir la zone qui est affectée. Mais il est difficile pour l'enfant ou les parents d'estimer la gravité de cette brûlure-là. C'est là où se trouve le problème. Est-ce une brûlure légère? Si c'est une brûlure légère, vous pouvez, n'est-ce pas, refroidir la région du corps qui est affectée et aussi couvrir avec un linge propre, puis amener l'enfant chez un médecin. Parce qu'à la maison, vous ne saurez pas estimer la gravité, n'est-ce pas, de la brûlure. Vous ne saurez pas estimer les complications que cette brûlure-là pourra entraîner. Voilà. Donc si moi je dis que nos produits, nos biomodulateurs soulagent ou guérissent des plaies et des brûlures, ça ne veut pas dire que n'importe qui pourra les utiliser. Ce sont des produits médicaux, ce sont des phytomédicaments, ce sont des médicaments comme autres. Donc, il y a certainement, n'est-ce pas, des règles à suivre pour utiliser ce genre de produits. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui à tout moment. En quoi votre traitement est-il bénéfique à la population congolaise? Quand on fait des recherches, on ne vise pas une catégorie de personnes bien déterminées. Donc, la recherche est universelle. Donc, nos découvertes, les découvertes en général, sont aussi pour l'humanité. Mais en quoi, comment, peut-être, faire bénéficier ces découvertes aux Congolais ou à mon pays, donc la RDC, je propose, n'est-ce pas, implanter une unité de production et de distribution au Congo avec les collaborateurs. J'ai déjà des collaborateurs depuis longtemps qui m'accompagnent dans la recherche, mais on peut le faire en partenariat avec des opérateurs locaux congolais dans le domaine, n'est-ce pas, pharmaceutique. Et comme j'ai signalé avant, je suis en contact avec 2 firmes pharmaceutiques congolaises qui sont bien connues et on continue les contacts, mais il faudra des moyens. C'est-à-dire, moi j'amène la découverte, j'amène des brevets d'invention nationales du Japon et internationales à partir de la Suisse. J'amène cette intelligence et nous pouvons, n'est-ce pas, mettre cela en valeur en collaboration, en partenariat avec des opérateurs congolais localement en RDC. Et si le gouvernement est intéressé par ce que nous faisons, pour que nous puissions valoriser ces découvertes, ces inventions, alors avec des firmes pharmaceutiques ou avec un partenariat avec le gouvernement ou des agences gouvernementales, nous pouvons développer, n'est-ce pas, la production et la commercialisation. Pas seulement pour les Congolais, c'est vrai que les premiers bénéficiaires seront des personnes vivant au Congo, mais aussi, pourquoi pas, l'Afrique et le monde. Les 2 dernières questions sont en rapport avec ma relation avec les agences gouvernementales. Par exemple, vous avez évoqué le ministère de la Recherche scientifique de la RD Congo. Je dirais par exemple que voilà, je suis chercheur, nous avons plusieurs chercheurs, beaucoup de chercheurs congolais dans la diaspora, qui font aussi des merveilles, plus que même ce que moi je fais peut-être. Il faudrait que le gouvernement, il faudrait que les personnes, les ministres, donc les ministères ayant des rapports avec la recherche ou la science en général, l'éducation, puissent s'intéresser à ce que les Congolais font, et au pays et à l'étranger. Donc, il n'y a pas un lien direct, un contact direct pour le moment avec les ministères, n'est-ce pas, ayant dans leurs attributions la recherche, l'éducation en RDC. Mais du moins, je suis membre de FIS, le Forum international des Congolais de l'étranger,
et à travers FIS, donc nous pourrons peut-être essayer d'entrer en contact avec les ministères que nous avons évoqués ici. Mais du côté de l'éducation, je dirais que j'ai contribué déjà à la formation de la jeunesse de loin. Parce que j'ai des collaborateurs, des chercheurs congolais qui travaillent dans les universités congolaises. Vous avez la région du Katanga, vous avez le Congo central, vous avez Kinshasa même. Donc j'ai des chercheurs qui collaborent avec moi et je co-dirige même des mémoires et des thèses. Donc des médecins qui font leur spécialisation au Congo. Je ne citerai pas les noms ici, mais du moins il y a quelques thèses et mémoires que j'ai co-dirigées et qui ont été défendues. Et ce sont des compatriotes qui sont aujourd'hui des spécialistes, des professeurs. Voilà. Donc personnellement, je ne suis pas directement impliqué, comment dirais-je, dans des activités en matière d'éducation dans une université congolaise. J'ai déjà introduit des dossiers par-ci par-là, au Katanga, à Kinshasa, mais bon, ça fait longtemps, rien n'a évolué, je ne sais pas si ça existe encore. On espère que les choses continueront à s'améliorer au pays et que le pays trouvera de l'intérêt pour, n'est-ce pas, faire en sorte que nous puissions aussi participer à la formation de la jeunesse, comme on le fait déjà de bien, mais on peut le faire de près. Voilà. Le dernier, votre message aux téléspectateurs. Peut-être, pour le dire simplement, je dirais que je suis congolais, donc né à Kinshasa, grandi aussi à Kinshasa. Bon, j'ai fait mes études primaires à Kinshasa, à Kauka, parce que j'habitais à Limité. Et j'ai commencé mes études secondaires à Saint-Raphaël, à Limité. Et j'ai continué mes études secondaires au Congo central, en Banzangongo, au collège simplement, l'Institut Tsonakolo, connu sous le nom de l'Institut Tsonakolo. Donc je suis un Congolais et je vais souvent au pays pour raison de recherche et pour raison d'actions sociales, surtout en milieu rural. Et voilà, donc je suis là, prêt à contribuer, à faire plus dans l'encadrement, n'est-ce pas, de la jeunesse congolaise, mais aussi à apporter ma modeste contribution pour le développement de la science au Congo, mais également pour former dans mon domaine de spécialisation d'autres personnes qui pourront, n'est-ce pas, prendre la relève pour continuer à faire ce que nous faisons, pourquoi pas faire mieux que nous. Voilà. Merci beaucoup pour avoir accepté de pouvoir présenter nos recherches en rapport avec le traitement de maladies chroniques inflammatoires de la peau. Il y a d'autres projets de recherche sur lesquels nous travaillons et nous aurons peut-être l'occasion de pouvoir en parler à travers votre chaîne. Merci beaucoup et on garde contact. Au revoir, que Dieu vous bénisse.